Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. On se pose tous la question, quels sont les aspects positifs du pouvoir du président Tshisekedi 4 ans après? Eh bien, c'est la question que beaucoup de Congolais se posent. Où est-ce que le président a réussi? Où est-ce que le président n'a pas bien travaillé? Est-ce qu'il est le seul à porter cette responsabilité? Voilà, on va évoquer aussi une grande question d'actualité, à savoir la visite du pape en RDC. La perception de la FDC-ADC, question d'actualité, la FDC du professeur Modeste Bahati Lukobo. Je reçois un cadre sous ce plateau, Patrick Makanga, qui est un habitué d'Entre les lignes, votre émission préférée. Patrick Makanga, bonjour. Bonjour Jordan et merci pour l'invitation. Je vous en prie Patrick Makanga, comment allez-vous d'abord? Je vais très bien, je me porte très bien et voilà, je profite de l'occasion. Vous voulez savoir comment je me porte, moi aussi j'en profite pour saluer tous les amis qui m'ont accompagné lors de ma descente à Tchango pour me faire un relais. Je salue des milliers de personnes qui m'ont accompagné parce que j'ai été accompagné par plus ou moins 2000 personnes. En grande partie constitué des amis avec qui on a grandi, avec qui on a joué au foot, des mamans qui m'ont vu grandir, Wow. oui, et puis des petits frères, donc c'était comme tout un village là, qui a voulu m'accompagner les jours de mon enrôlement. J'ai vu on est la joie, mais j'ai vu aussi sur leur visage un souci, la tristesse aussi, parce que les conditions ne sont pas très bonnes, les conditions de vie dans ces côtés ne sont pas du tout bonnes. Les routes se détériorent au jour le jour, au moment où je vous parle, tel que dans le quartier Ndjouzi Wambombo, là où j'ai grandi, les véhicules ne savent plus y accéder compte tenu du mauvais fonctionnement du marché de la liberté, vous voyez. Donc chez mes parents, je ne sais plus aller avec mon véhicule, entrer jusqu'au devant notre parcelle. Or jadis, ça se faisait, c'était fréquent. On recevait des gens, tout, et nous-mêmes aussi. Voilà un peu. Donc pour dire que j'ai vu c'est des choses de la joie de voir leurs enfants, de voir leurs frères, de voir leurs grands frères. Et puis en même temps, cette tristesse-là, ces soucis-là de voir un peu les choses changer, les choses s'améliorer, mais qui malheureusement aujourd'hui, nous sommes dans un système où on a des députés qui offrent des polos, des députés qui offrent des maïs, des foufous et autres, pendant qu'ils étaient là pour proposer, faire des propositions de loi, faire le suivi des lois proposées jusqu'à sa promulgation, son exécution par le gouvernement, parce que quand vous proposez des lois, c'est sur base des réalités. Des gens de ta circonscription électorale, des gens de ton coin. Tu proposes des lois pour que ça puisse créer des mécanismes de développement. Mais malheureusement, ici, on a des députés qui peut-être ne savent pas ce qu'ils sont censés faire. On a des élus qui ne savent pas qui ne savaient pas, ou soit ne savent pas ce qu'ils étaient censés faire. Ils sont là pour revenir après avec des polos, des bassins pour le pain, revenir avec des maïs, des riz, et distribuer quelques billets de banques qui malheureusement ne vont pas résoudre pendant 2 ou 3 jours la situation des gens de sa circonscription électorale. Vous allez postuler dans la circonscription
à la Funa. Non, Tchangou. À la Tchangou. Tchangou, je suis de la Tchangou. De la Tchangou. Oui, je vais postuler là-bas parce que je me dis, on doit un peu changer les paradoxes. Vous voyez un peu? On doit quitter les caps des députés distributeurs, des fausses promesses de construction des ponts, des écoles, des députés distributeurs de polo, des 3 000 francs, 5 000 francs, des riz, de maïs, des bassins pour le pain, vers une classe des députés qui proposent des pistes de solutions pour le développement de leur circonscription électorale respective, pour le développement durable. Parce que vous donnez 5 000 francs, même 10 dollars à quelqu'un aujourd'hui, il va manger ça aujourd'hui et demain. Parce qu'aucun député sera à mesure de donner 20 dollars à 2000 personnes, à moins qu'il, je ne sais pas, qu'il ait beaucoup plus d'argent. Même si on donnait 20 dollars à quelqu'un, ça ne va pas résoudre les problèmes qu'il a. Or, si vous aviez pu soulever des problèmes qu'ils rencontrent ces gens, vous transformez ça en proposition de loi pour avoir des financements nécessaires, soit du gouvernement, ou soit de certains partenaires, ou soit des intervenants dans des secteurs sociaux, pour essayer de pallier aux problèmes qui dérangent le vécu quotidien de cette population. Je pense qu'aujourd'hui, même la capitale Kinshasa aurait déjà connu des changements terribles. Et vous verrez même que non. Vous verrez même que non. En termes, sans vous couper, en termes de propositions de loi pour la Tchangou, quelles sont les innovations en termes de loi que vous souhaitez apporter pour que justement le social puisse s'améliorer? Comme vous l'avez dit, la pauvreté est criante, les routes sont dégradées, le social en tout cas. Alors, quelles sont les propositions que vous comptez apporter à l'Assemblée nationale pour que, en termes de loi, pour que... Oui, donc vous verrez que d'abord, pour la plupart des cas, dans mon quartier ou soit dans le district dans lequel je suis grandi, vous verrez que la population de ces coins souffre pour des problèmes élémentaires, par exemple. Nous avons des problèmes d'addiction en eau, hein, ou des fois, à chaque fois, les tuyaux, c'est trop à chaque fois, par manque d'entretien. Nous avons qui se mélange des fois avec de l'eau sale pour servir la population à la base de maladies à gauche et à droite. Nous avons des problèmes de moyens de transport de l'électricité, où on voit des fois des cabines ne sont plus à mesure de prendre en charge d'autres ménages et ça chauffe à tout moment. Il y a des phénomènes de laissage. On voit les gens des câbles qui soulever des câbles, on doit réparer ceci. Et curieusement, les gens ont tendance, il y a des jeunes qui s'organisent pour descendre dans des parcelles, récupérer 2 000, 3 000, 4 000 à une population qui du reste peine à nouer le 2 bouts du mois. Ce sont ces genres de petits problèmes. Et puis l'autre problème c'est quoi? C'est la gestion des eaux pluviales. Quand il pleut, nous n'avons pas des ouvrages d'assainissement nécessaires qui peuvent prendre en charge les eaux pluviales. Et raison pour laquelle ça crée des dégâts, je vous ai dit, il est maintenant, l'accessibilité commence à poser problème dans différents coins, en Tchangou d'une manière générale aussi, telles que des avenues aussi en Djili, quartier 12, avenues telles que Mazi, vous ne savez plus accéder avec votre véhicule. Pourquoi? Parce que ce manque de gestion des eaux pluviales a créé des problèmes, tout ça. Alors en termes de proposition de loi, qu'est-ce qu'il faut par exemple? Je peux prendre un exemple type. Nous avons la Tchangou a le marché de la liberté. C'est un très grand marché qui fait entrer beaucoup d'argent de par le nombre de vendeurs. Parce que chaque jour, ces gens-là payent de tickets, payent de redevance, ils payent de taxes d'assainissement et autres. Moi, je pense qu'on peut proposer des lois, même au niveau de l'Assemblée provinciale, pourquoi pas au niveau de l'Assemblée nationale, pour que ce marché puisse déverser une quantité d'argent au fonctionnement de quartier. De quartier tout autour du marché du marché de la liberté, par exemple. On peut se dire, chaque fin du mois, le marché de la liberté peut commencer, par exemple, à déverser 1 000 dollars, par exemple, je dis, chaque fin du mois, le marché déverse 1 000 dollars dans différents quartiers, tout autour de Djili. On prend à Massina, dans les quartiers périphériques qui des fois subissent aussi le mauvais fonctionnement du marché. On déverse par exemple 1 000 dollars le mois, c'est un exemple que je donne. Et ce 1 000 dollars là peut être distribué par autant de quartiers, puis que cela puisse permettre à ce qu'ils puissent petit à petit, progressivement, résoudre les problèmes qu'ils ont. Vous verrez, imaginez-vous maintenant si, depuis l'existence de ces marchés de la liberté, si cette somme d'argent était versée, on verrait que le jeune même pourrait se mobiliser,
pour essayer avec La, les la- différentes... la question de la perception, c'est bien, mais la canalisation de cet argent, c'est peut-être là, pourquoi ne pas penser déjà non seulement à la perception, à la canalisation, et aussi au fait que l'argent puisse véritablement être... Là, nous entrons dans la partie contrôle. Quand un élu propose de loi, quand un élu sur l'exécution de loi a aussi la possibilité de faire le contrôle. Oui. Et à la limite du possible, voire même sanctionner. On peut même sanctionner ceux qui ne restent pas sur l'esprit de la loi proposée par le législateur, ou soit donc par le législateur. Donc, un élu du peuple a la possibilité de faire le suivi et proposer aussi des sanctions. On a tout un arsenal juridique prévu en termes de sanctions. Moi, je suis aussi parmi ceux qui pensent que dans différents problèmes que nous avons dans notre pays, nous devons associer la population, même dans l'élaboration du budget de l'État. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart des cas, dans les budgets que nous avons connus dans ce pays, on a élaboré des budgets sur base des raisonnements de certains individus qui, des fois, ne maîtrisent pas des réalités sur le terrain. Imaginez-vous, par exemple, vous pensez que si on a ne fût-ce que un budget, on a 145 territoires. Hein. Si on met des villes et autres, bon, supposons par exemple 145 territoires que nous avons. Si on s'est dit, chaque année, on doit par exemple donner 3 millions de dollars, on doit allouer 3 millions de dollars, hein, par exemple, à nos 145, bien soit même 1 million de dollars, par exemple, à chaque territoire, pour essayer de pallier aux besoins que rencontre ce territoire. Parce que territoire en ville, c'est comme une commune. Vous voyez, territoire en ville, c'est comme une commune. Non, c'est du genre district. Hein. Si on a loué ne fût-ce qu'à 1 million de dollars à tout ce que nous avons comme territoire ou ville, imaginez-vous, dans le district de Tchangou, on a loué 1 million de dollars pour des problèmes que Tchangou rencontre. Par mois? Même par an. Par an, c'est insignifiant. Non, j'ai dit c'est insignifiant, mais moi je parle des petits problèmes. Vous savez, les petits problèmes que j'ai dit, c'est pas construction des routes, tout ça d'histoire. Par exemple, des problèmes de comment trouver des petites solutions pour essayer de contenir un peu les dégâts que peuvent créer l'eau des pluies. Comment, parce qu'on voit des fois les Congolais mettre leur argent pour mettre ne fût-ce que des sacs remplis de sable. Vous voyez un peu. J'ai donné un exemple de 1 million. Mais ça peut même aller au-delà. C'est un exemple, ça peut même aller au-delà. Au-delà. Parce que d'ailleurs, je vous informe que 1 kilomètre de route, selon ce que nous avons appris, parce que j'ai la formation d'ingénieur, 1 kilomètre de route coûte 1 million de dollars. Et avec les Chinois, si vous avez des contrats à long terme, ça peut même être réduit à la baisse. Vous voyez. Alors, si on dotait des moyens au niveau de la base, toutes les routes, parlons un peu des routes qui ont été construites, des routes secondaires, les routes qu'on a vues sur la ville de Kinshasa pendant un moment avec les travaux des chantiers. Mais aujourd'hui, sous l'époque de Kabila, et on a parlé de révolution de la modernité, on a vu quelques routes qui étaient construites quand même sur la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, toutes ces routes sont pratiquement délabrées. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Dans la construction des routes, il y a beaucoup des éléments qui entrent en compte. Vous savez, quand la corruption bat son plein dans un régime... La durée de vie d'une bonne route. C'est là que je vais arriver. Quand la corruption bat son plein, en tout cas, on ne mettrait pas... même les matériaux mis en œuvre ne respecteraient pas les cahiers des charges. Pourquoi? Parce qu'il y a eu corruption quelque part. La durée de vie d'une route du genre asphaltée, comme nous aimons bien l'appeler, de route asphaltée, c'est 12 ans. 12 ans. C'est 12 ans. Et ces routes n'ont même pas fait 10 ans. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord, lors de la conception, il y a eu des billets des banques qui ont échappé à l'entreprise qui a exécuté le marché. Il n'a pas respecté le cahier des charges, parce que dans le cahier des charges, il y a des épaisseurs pour la couche de roulement où on trouve les goudrons. Il y a l'épaisseur nécessaire pour la couche de base, ainsi que la couche de fondation. Quand, par exemple, il y a eu corruption, le cahier des charges, de par la conception, a repris que non, l'épaisseur de la couche de roulement devrait être de 10 cm. Mais il y a eu corruption et autres, parce que l'épaisseur, là, c'est en fonction du trafic. C'est le trafic qui tue la route. Et la route est dimensionnée en fonction du trafic. C'est l'agressivité du trafic qui abîme la route. Alors, raison pour laquelle on dimensionne les épaisseurs, c'est en fonction du trafic. Mais vous venez, quelque chose qui devait être à 10 cm, vous mettez à 5 cm. Avec une telle agressivité du trafic, la route peut s'abîmer en 2 ans, 3 ans, 4 ans, pendant qu'elle était censée faire 12 ans. Et en même ça, hormis cela, là d'abord c'est dans la mise en œuvre.
Hormis cela, il y a un autre aspect des choses. C'est le fait que nous n'avons pas la culture d'auscultation des routes. Du moins de la ville de Kinshasa, même dans nos villes. Quelle est la fois où on a vu l'appareil d'auscultation des routes en train de faire les examens de la route. Parce que nous avons en route, une route peut vous paraître en bon état sur le plan visuel. Mais en réalité, ça commence à rendre des problèmes. Raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle l'auscultation des routes. Il faut ausculter les routes pour voir l'état de la défectuosité des routes. Mais nous, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous fions souvent sur ce qu'on voit à l'œil. Quand ça commence à se décaper, ça crée des peaux de crocodile. On commence à voir que la route commence à s'abîmer. Et puis, au lieu qu'on puisse même intervenir, quand on commence à voir, on attend que ça puisse créer un gros trou. C'est là que les gens viennent intervenir. Or, dans un état sérieux, on ne devrait pas procéder ainsi. Raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faut que nous puissions quitter cette étape des députés qui sont là pour distribuer des polos, des billets des banques, distribuer des pains pour les mamans, vers des députés qui vont réfléchir et apporter des pistes de solutions qui vont se transformer en loi pour le bien-être de la collectivité. Tout à fait. Et il y a beaucoup à faire dans ces domaines. Il y a cette façon de voir les choses. Les gens ne voient généralement que ceux qui sont les hauts placés. On ne voit que, par exemple, dans une ville, on voit que le maire de la ville, soit le bourgmestre, pour le cas de le gouverneur, pour le cas de Kinshasa, oui. On voit le chef de l'État pour la République. Il faut qu'on se pose aussi des questions sur les dirigeants des entités territoriales décentralisées, tels que le bourgmestre, les bourgmestres ou les chefs de communes. Quels sont les rôles? Est-ce qu'au niveau des communes, est-ce qu'il y a une politique, par exemple, de rentabilisation? Est-ce que ces communes rentabilisent? Combien ces communes amènent à la caisse de l'État? Combien sont affectées pour la construction des routes des communes? C'est comme si la façon de voir des Congolais, la conception des Congolais, c'est tout doit être retourné ce qui est sous la tête du chef de l'État. Alors qu'au niveau de la base... Je vous surprends. Oui. Je vous surprends. Si vous voyez les fonctionnements de nos communes, l'État a donné beaucoup de marge aux communes parce que la commune crée des taxes même. Vous le savez? Voilà. La commune crée des taxes. Mais quand nos communes fonctionnent comme des endroits où, comme le porte-monnaie des bourgmestres, c'est là où il y a le problème. Raison pour laquelle nous sommes parmi ceux qui pensent qu'il faut que l'IGF, dans un travail pas dans un travail folklorique, comme des fois il nous a fourni des spectacles désolants, pas dans un travail folklorique, que l'IGF puisse descendre dans un travail avec abnégation, un travail des fourmis, descendre jusque dans des communes pour essayer de voir ce qui se passe. Parce que le taxe perçu, des fois c'est l'argent réservé pour le bourgmestre et il en dispose en sa guise. Chose qui n'est pas du tout bien. Moi, je pense que on doit encadrer jusqu'au niveau déconcentré. Et que chacun de nous doit jouer très bien son rôle. Parce que nous avons tous tendance, comme vous l'avez si bien dit, à avoir des hauts placés, par exemple, gouverneur, chef de l'État. Chef de l'État, or, le chef de l'État ne peut pas être bourgmestre à la fois. Le chef de l'État ne peut pas être chef de où que ce soit. Voilà. Moi, je pense que le changement dans ce pays, c'est une question de détermination, c'est une question de volonté et de patriotisme. Chacun de nous, partout il est, dans ce qu'il fait, doit se décider, se dire que non, je vais faire les choses correctement, suivant le respect de principes, pour que nous puissions vouloir changer les choses. Parce qu'on dit souvent, avant d'enlever la feuille dans l'œil de ton voisin, il faut d'abord la poutre qui est dans ton œil à toi. Dans ton œil. Donc pour dire que chacun de nous, là où il est, là où il exerce comme parcelle d'autorité, devons travailler dans l'amour de ce pays et non pour nos intérêts égoïstes. La République catholique du Congo aujourd'hui s'est vue comme un gâteau où les politiciens doivent en partager, doivent en partager une partie pour bouffer. Or, les pays devraient être comme un chantier où nous tous sommes ouvriers, devrions venir travailler d'arrache-pied pour son développement ainsi que son éclosion. Raison pour laquelle aujourd'hui, même les politiciens ne sont pas bien vus dans la société. Tout ça pourquoi? Parce que la façon de faire des différents politiques, en tout cas, a enlevé toute sorte de confiance
au fait de la population, et ça a découragé l'élan patriotique, ça a découragé l'élan nationaliste, parce que les gens se disent, bah, moi je ne peux pas être si patriotique, pendant que les gens, leaders d'opinion, les gens qui étaient censés donner les go, donner les tons, sont dans autre chose que l'amour de la patrie, ou soit le nationalisme. Vous voyez un peu, ils se disent, bah, moi aussi je m'en fous. Imaginez-vous un Congolais arriver au point de dire qu'il va te mboka oyo, n'a pas parti dans la kende. Cela veut dire, oui, ça fait rire, mais en voyant de plus près, c'est déjà c'est en quelque sorte le désengagement vis-à-vis de la nation. C'est un désengagement identitaire même. Quelqu'un est prêt à hypothéquer. Donc, entre autres aussi, il y a la partie aussi éducation qui a été détruite. Hein. Donc, ce sont ces paramètres-là. Moi, je pense que les temps aujourd'hui, c'est les temps où les Congolais partout ils sont. Parce que bientôt, nous allons partir aux échéances électorales. Hein. Les Congolais partout ils sont doivent se rendre compte des enjeux qu'il y a dans ce pays et ne pas aller poser des actes par sentiment, par fanatisme, ou soit par des billets de 6 000 francs, pagne, pour les autres. Nous devons savoir qu'il n'est jamais tard pour mieux faire les choses. Et pour mieux faire les choses, on doit choisir des très bonnes personnes qui vont aider ce pays à se relever. Nous devons être conscients, ou soit prendre conscience et agir mieux. Alors, on a posé la question au départ, j'ai donné le sujet au départ, c'était des aspects positifs de l'alternance démocratique au sommet de l'État. On a eu un changement à la tête du pays le 19 janvier 2019. Le 19 janvier 2019, si je ne me trompe pas, bien évidemment, le chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila, a cédé le pouvoir à son homologue, plutôt son successeur, Félix Tshisekedi. Alors, la question que nous nous posons, est-ce que le bilan 4 ans, doit-il être porté essentiellement sur le président Tshisekedi, en tant que président de la République, ou bien c'est le bilan de toute la majorité présidentielle, on dira toute la majorité qui gouverne aujourd'hui l'union sacrée de la nation. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que ce bilan, c'est le bilan du président seul, ou c'est le bilan de toute cette majorité? Non, mais ce qui est vrai, c'est aberrant de parler d'un individu pendant qu'il ne travaille pas seul. Vous savez, pour travailler, il avait besoin d'une majorité qui lui est confortable, qui l'a d'ailleurs accompagné, qui continue de l'accompagner aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a ceux qui font défection. Vous voyez un peu. Donc, le bilan, l'échec du chef de l'État serait mutatis mutandis, l'échec de la majorité. Alors, dans l'échec de la majorité, c'est là maintenant quand nous, au niveau de la majorité, on doit nous entrer dedans pour voir maintenant, pour établir des responsabilités qui n'avaient pas bien fait correctement son travail, qui quand même se distinguait dans son domaine. C'est là maintenant, ça c'est en deuxième lieu. Vous voyez? Mais en premier lieu, l'échec du chef de l'État, c'est l'échec de l'union sacrée. C'est l'échec de la majorité qui gère. Et maintenant, en deuxième lieu, comme je vous ai dit tantôt, nous allons maintenant y revenir pour voir, monsieur Dan Zang, vous étiez censé faire ça. Ouais. Là, il ne l'a pas fait correctement. Hein, donc, moi, je pense qu'à un certain moment, le chef de l'État ne pouvait compter que sur les potentiels, sur le potentiel des Congolais. Parce que, vous voyez, il n'a qu'en face de lui des Congolais avec qui il doit travailler. Et quitte à ceux qui ont réussi la confiance du chef de l'État, de travailler avec abnégation, de travailler avec leur cœur, avec cet amour de la patrie, pour le lendemain meilleur de notre pays, pour ne pas être à la base de roues dans le fonctionnement, de bâtons dans les roues du fonctionnement du chef de l'État. Ouais. Quand on vous fait confiance, ce n'est pas pour que vous puissiez, vous devez renvoyer l'ascenseur, vous devez mettre la personne qui vous a fait confiance à l'aise, en faisant correctement votre travail, avec le souci de rester dans sa vision qui est celle de vouloir voir un pays émergent, un Congo émergent, une RDC émergente, où la population se retrouve et que chaque peuple soit au moins nous le debout du mois avec le fruit de son travail disponibilisé à l'aide d'un système mis en place par le gouvernement. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Quand le chef de l'État est en campagne, il bat campagne au nom de sa vision, de son projet de société. Mais quand il doit gérer, s'il n'a pas de majorité parlementaire, il doit co-gérer avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille, peut-être de sa famille politique d'origine. Alors, est-ce un dysfonctionnement quand le chef de l'État, par exemple Sama Lukonde, il n'est pas de l'UDPS? Sama Lukonde, il est le fruit de la majorité parlementaire. C'est quelqu'un qui n'a pas été formé dans la moule UDPS.
Est-ce que c'est un dysfonctionnement d'avoir quelqu'un qui n'est pas de votre famille politique, qui n'a pas été formé comme vous dans votre parti politique, gérer avec vous pendant que vous battiez campagne, il n'était même pas là, il était ailleurs. Est-ce que c'est un dysfonctionnement au niveau de la loi? Non, nous devons d'abord savoir que les alliances politiques se font sur base idéologique. Voilà, un peu sous d'autres cieux, mais chez nous, il y a un peu de couac, parce qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place des courants idéologiques. Hein, ça pose encore problème. Mais les alliances politiques se font sur base des idéologies. Alors, si nous devons rester sur cette base, moi, je ne vois pas coller les problèmes, de travailler, d'avoir un chef de l'État de notre parti politique et le premier ministre de notre parti politique pendant qu'ils ont la même idéologie. Pendant qu'ils ont une même approche idéologique, ça ne poserait pas de problème. Mais pour le cas de notre pays... Celui qui est censé exécuter le projet du chef de l'État, c'est le chef du gouvernement. Oui, je dis ceci. Mais quand vous avez tous une même approche idéologique, vous voyez les choses de même façon. Vous verrez les choses de même façon. Parce qu'en politique, les alliances se font sur base des approches idéologiques. Je vois, donc ce sont plus des convergences que de divergences. Si on a plus de convergences avec vous que de divergences, on peut faire alliance. Vous voyez un peu, on peut faire alliance, on va avancer en proportion élevée, d'accord. Et puis certainement, il y aura peut-être quelqu'un point où on sera obligé de nous revoir encore pour essayer de faire des concessions et arrondir nos angles. Alors si, tous les cas, je ne vois pas en quoi ça peut poser problème. Dans le cas où vous avez ça poserait problème. Le gouvernement de Ilunkamba et le gouvernement du président de la République, pendant ce moment-là, vous avez deux partis qui se sont opposés pendant plus de 18 ans. Ça, c'est la réalité. Pendant 18 ans, ils se sont opposés. Non, mais là, ils doivent maintenant gérer ensemble pour l'appliquer. Quelle vision? Non, le problème, comme je dis tantôt, maintenant, la réalité de chez nous est telle que on n'a pas encore réussi à mettre en place de mouvements idéologiques efficaces. Que nous, on a par exemple des social-démocrates qui, eux, dans l'air fait, dans tout, ils sont social-démocrates. On a des mouvements de l'idéologie des écologistes, on a des socialistes, puis on a des capitalistes. On n'a pas encore réussi cette histoire dans notre pays parce que tous ces concepts sont importés. Ce n'est pas made in Congo. Mais la réalité de ce n'est qu'on est opposants, on est tous... On a tous approche logique sociale. Nous sommes tous dans la social-démocratie, mais on est des opposants. Le parti PPRD, par exemple, a quelle approche idéologique? La social-démocratie. UDPS, social-démocratie. AFDC, social-démocratie. On verrait que des fois, entre nous opposons des fois. Donc, ça va que... Là, maintenant, je te rejoins pour dire que la façon de faire, ou soit les alliances en RDC, vont un peu au-delà des approches idéologiques. C'est question de chaque groupe qui veut un peu imposer sa politique, imposer sa politique dans ce qui lui définit comme bien-être de la population. Vous voyez un peu? Chacun veut imposer sa politique. Et mais curieusement aussi les partis sont des groupements politiques qui sont là que pour les postes, rien que pour des postes. Mais moi je pense que nous, tels que nous à l'AFDC, nous aimons bien être dans les affaires pour essayer de donner, d'imprimer une marque à nous pour le bien-être de la population, de la collectivité. Raison pour laquelle vous avez vu le président du Sénat, le professeur Modeste Batsulukwebo, être plébiscité meilleur président du Sénat, meilleur président dans l'histoire du Parlement congolais. Il est le meilleur président et puis l'AFDC allié comme l'AFDC comme meilleur parti politique. Il est meilleur président du Sénat. Pourquoi? Par sa façon de faire, tout en restant correct envers lui-même et tout en respectant cette haute chambre, la chambre des sages. Il a rendu ça un temple de la démocratie. Donc nous, c'est comme ça. Partout où nous travaillons, nous faisons de notre mieux pour essayer de répondre aux attentes de notre population. Et c'est ce qui nous vaut même le poids que nous avons aujourd'hui en termes de la politique. Parce que il y a aussi, parmi les problèmes qui pèse sur votre façon de gérer, parce que quand l'alternance... Moi, je n'ai fait que créer une parenthèse parce que le départ, c'est d'expliquer les alliances entre, ici, chez nous, en République catholique du Congo. Voilà. C'est question, des fois, la grande partie de la guerre, ou soit des guerres, c'est de vouloir se retrouver dans le plus grand parti de l'État. Vous savez, le plus grand parti de l'État, c'est quoi? Le plus grand parti du pays, c'est quel parti, vous savez? Non, c'est dans ma chambre. Je sais que c'est vous qui posez les questions. Le plus grand parti politique dans notre pays, c'est les trésors publics. Vous voyez,
tout le monde cherche à avoir des, des brèches dans les trésors publics et autres. Et donc c'est un peu ça. Et raison pour laquelle on voit que, tel qu'avec la période de Ilunga Ilunkamba, qui est venu pour garantir les intérêts d'un groupe d'individus, membres du FCC, voyez un peu avec Madame Janine Mabunda, avec Monsieur Alexis Tamboumamba, eux étaient là comme des piliers qui devraient rester là pour garantir les intérêts des gens du FCC. Voyez un peu. Mais ça n'empêche pas Et que ça n'a demain, rien à voir il y a avec, les élections, ça n'empêche pas que demain, on tous tomber dans la même situation. On va faire du surplace. Non, ce qui est vrai, la loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, c'est la loi, c'est la Constitution qui nous impose cet état de Il choses. faut qu'on change, c'est une faiblesse. Non, la Constitution aussi peut être revue. Vous voulez quoi? Moi, je pense que le système où la majorité met en place, c'est la majorité parlementaire qui choisit le chef du gouvernement. Moi, je pense que c'est une façon aussi de ne pas permettre, que le chef d'État ne se permette pas du tout. Vous voyez un peu? Et la majorité est aussi l'œil regardant dans ce qui se passe. Alors, quand les gens sont sur le marché, où ils voient par exemple le prix de la tomate qui était à 50 francs, atteindre 100 francs, 150 francs, voire 200 francs, ils disent « Oh, Mboka Fachi, Fachi béton ». C'est-à-dire, quand il y a hausse des prix denrées alimentaires, c'est le pays de Fachi. tout le monde voit Fachi pour dire que, Non, en d'autres termes, c'est Fachi qui est à la base de ça. qui est à la base de ça. Non, non. Ou Dire qui que- est en train de mal gérer la chose Non, publique. dire que Mboka Fachi, oui, c'est Fachi qui est le chef de l'État, c'est lui qui engage la République. Mais lui être à la base de ça, ça c'est une autre paire de manches. Parce qu'il faut faire comprendre à la population que nous sommes dans une économie extravertie. Est-ce que le Et en petit même peuple, temps, est-ce que le permettez-moi petit d'expliquer. peuple a-t-il Permettez-moi- l'intelligence de comprendre que nous sommes dans une économie Non, ne vous en extravertie? faites pas, les Congolais ne sont pas bêtes. Hormis, loin de la manipulation, les Congolais comprennent très bien les choses. Loin de la manipulation politicienne, Ok. le Congolais comprend beaucoup de choses. L'homme congolais, c'est un homme très intelligent qui a su survivre dans des conditions que d'autres n'allaient pas survivre. On a connu des atrocités terribles, mais le Congolais a su un moment comment lever la tête. Vous voyez un peu? Et puis dire non à certaines choses et à beaucoup de choses. Nous avons vu comment les Congolais s'étaient élevés pour faire partir le système Kabylie. Donc voilà, les Congolais ne sont pas dupes lors de la manipulation politicienne. Le problème c'est celui-ci, c'est qu'il faut faire comprendre au peuple que dans l'économie de marché que nous avons, dans une économie extravertie, hein, les prix sont fixés les prix sont fixés là où on produit les histoires. Vous voyez, aux endroits de la production. Et vous comprendrez que dans notre pays, on produit presque rien, si ce n'est que de minéraux à l'état brut que nous exportons, si ce n'est que du café à l'état brut que nous exportons, des tomates, de semoule, de riz, du chinchard, tout ça, ce sont des histoires qui nous sont importées, non pas par l'État congolais, par des individus et par des particuliers qui amènent cela. Et vous n'allez pas imposer le prix à la personne qui est venue vous vendre des histoires dans votre pays. Il vient avec sa facture, il fixe le prix. Et le gouvernement, qu'est-ce que fait le ministère de l'économie? Le ministère de l'économie encadre seulement la structure de prix. Il n'y a que si par exemple il vient déclarer la valeur CIF $100, le ministère de l'économie verra, il saura que non, 10% des GDA, tout cet du soir, des services hors taxe et puis les services avec taxe et la marge bénéficiaire. Donc certains éléments qui entrent en compte et à établir le prix. Mais si la valeur CIF est déjà très élevée, que fera le gouvernement? Parce que le gouvernement en aucun cas a eu à ajouter, depuis que le chef d'État Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi est là, le gouvernement n'a pas ajouté d'autres éléments supplémentaires dans la structure des prix pour imputer la hausse des prix au gouvernement. Non, non. La hausse des prix au marché, c'est beaucoup des aléas qui entrent en compte. Parce que quand vous êtes dans une économie extravertie, quand vous êtes dans une économie des importations, vous subissez tout ce qui se passe à l'extérieur. Preuve en est, guerre avec l'Irak, on a vu avec le prix de l'énergie qui a augmenté, ouais, et nous avons connu des répercussions de telle enceinte que le gouvernement congolais était obligé de commencer à subventionner les prix, par exemple les prix du litre de carburant à la station. Donc le gouvernement paye la partie restante
pour que la population ne se sente pas asphyxiée, pour qu'on puisse maintenir les prix à un certain moment pendant que sous d'autres essais, par exemple en France et autres, un litre de carburant c'est vendu à 5 euros, c'est vendu à 3,5 euros, vous voyez un peu. Mais nous, jusqu'à présent, on peine d'arriver à 1,5 $ américain parce que le gouvernement est en train de subventionner. Donc, tout ce qui se passe à l'extérieur, je vous dis, nous on paye comptant. Pourquoi? Parce que notre économie dépend des importations. Alors, en termes de remèdes, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons les projets de développement des 145 territoires. C'est un grand remède pour essayer de pallier à cette histoire. Parce que à l'aide de même des travaux champêtres et familiales, comme d'ailleurs c'est ça l'histoire de notre pays, parce qu'on n'a jamais connu un gouvernement qui produit en grande quantité des bites coutus, c'est-à-dire du choix des feuilles de manioc, juste dans ce que nous produisons dans nos villages. Dans nos villages, s'il y a des routes d'évacuation des certes agricoles, moi je pense qu'on peut déjà atteindre même l'autosuffisance alimentaire. On peut même créer une concurrence avec ce qui vient de l'extérieur. Alors les projets 145 territoires fait partie de remèdes, tels que déjà aussi, parce que c'est prévu aussi le fait que qu'on puisse créer de l'énergie au niveau des territoires. Il y aura de l'électricité, il y aura de l'eau, on va faciliter certaines histoires, et puis on mettra en place des routes de desserte agricole. Cela pourrait favoriser le développement à la base et pour pallier à ces problèmes de dépendance 100% aux importations. D'accord. Est-ce qu'en 4 ans, le Congolais, la RDC, a-t-on avancé ou a-t-on reculé? Bon, il faut d'abord statuer sur l'avancement ou soit le recul de la République catholique du Congo. Il serait mieux d'essayer un peu de parler de chaque domaine ou soit chaque secteur. Non, l'avancement, il y a des indicateurs qui montrent que la RDC est en train d'évoluer. Sur le plan économique, on a avancé suffisamment. Nous avons en 2022 réussi une croissance plutôt au-delà de la moyenne africaine. Autour de 6%. Oui, au-delà de la moyenne africaine pendant la période de post-Covid. On a battu les records. Nous recevons tout le temps des fleurs de la Banque mondiale en termes de la gestion et autres, tout ça d'histoire, vous voyez un peu. Donc pour dire que sur ce point-là, nous avons avancé. Nous avons avancé en termes de l'éducation, par exemple. Ouais, en termes de l'éducation, nous avons avancé. On a quand même fait un pas vers le soin de santé universel. On a fait un pas avec la maternité gratuite. C'est déjà un pas pour le fonctionnement de certaines zones de santé, dans des zones de santé. Ça, c'est un pas vers l'avant. La qualité d'enseignement, comme je l'ai dit tantôt, c'est aussi un pas. En termes de budget, nous avons augmenté. Nous avons quitté d'un budget de 4,5 milliards vers un budget de 11 milliards plus ou moins. Et aujourd'hui, on est vers 17 milliards. Nous avons avancé. Sur ce point-là, nous avons avancé. Mais le problème, c'est que peut-être là où on peut dire, c'est le fait que les besoins ont tellement augmenté dans notre pays, de telle enseigne que à 4 ans, on ne veut pas sentir l'impact de la politique. Donc, ce qui veut dire que dans cette politique où on s'est mu, on s'est placé sur les chemins des avancées, pareil, on doit multiplier ça dans un facteur temps. Si nous maintenons le cap de la situation, des avancées qu'on a déjà réalisées aujourd'hui, nous maintenons les caps, nous coinçons du côté détournement, nous coinçons côté corruption, et que l'argent, comme vous l'avez dit tantôt, l'argent décaissé joue pleinement son rôle, puisse être utilisé en bonne et due forme lors de la corruption, lors des détournements. Si on maintient cette cap, on peut se donner un facteur temps, par exemple, à 10 ans, 15 ans, en tout cas, on va commencer à sentir le changement même devant nos parcelles. Donc les questions, c'était d'abord quoi dans notre pays? C'était d'abord une volonté, la volonté d'abord, et le fait de commencer quelque part. Vu que nous avons commencé quelque part avec l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi je pense qu'on doit garder les caps. On garde les caps d'abord, parce que vous avez vu même la façon de travailler du chef de l'État, c'était d'abord bilan chaotique, combattre des gangrènes qui ont toujours rongé notre pays. Ça c'est Chadari. J'en viens. Le plus grand pour notre pays, c'était quoi? Nous avions en quelque sorte créé un élevage
de la corruption et des détournements. Voyez un peu. Et c'est là qui était à la base du débâcle que nous avons connu, même sur le plan social, de la détérioration sur le plan économico-social. Voyez un peu. Parce que nous avons créé en quelque sorte un élevage de la corruption et des détournements. Mais c'est ce que... On a mis en place un régime de l'impunité. Pendant 4 ans. Où on ne menaçait personne qui volait l'argent. Pendant 4 ans. Non, avant 4 ans. Mais quand le chef de l'État est venu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a activé des mécanismes existants, entre autres IGF. Il a activé des mécanismes existants. Il a laissé la justice faire son travail pour que nous puissions diminuer les taux de la corruption. Nous puissions diminuer les taux des gens qui détournent l'argent de la République de l'État, ce qui a fait que non, les caisses de l'État aujourd'hui sont renflouées. On a maintenant plus de recettes qu'avant que l'actuel chef d'État arrive. Donc, il fallait d'abord attaquer ces gangrènes, corruption, détournement, et créer d'autres ressources pour alimenter davantage notre budget. Et quand on alimente davantage notre budget en termes de recettes, et c'est vrai, ça peut aussi faire croître, ça va par ricochet faire croître croître des dépenses. Quand des dépenses croient, la population se retrouve. La personne qui a parlé de... vous avez parlé de monsieur... Quelqu'un qui a parlé de... Bilan chaotique et un recul après Joseph Kabila. Ça, c'est Emmanuel Shadari. C'est ça même la beauté de la démocratie, où chacun de nous se sent libre de raconter ce qu'il veut, de penser, de raconter ce qu'il veut et de mettre son opinion. Mais le problème, ce n'est pas de mettre son opinion. Le problème, c'est de voir la véracité de l'opinion émise. Alors, si on doit aller dans la véracité de l'opinion émise, M. Emmanuel Ramazani Shadari, il est totalement à côté de la plaque. Parce qu'il n'y a pas photo avec ce qu'on a connu jadis et aujourd'hui. À l'époque où nous étions au FCC, nous avons vu des gens voler l'argent de la SNEL et puis se retrouver directeur de cabinet du chef de l'État. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Nous avons vu des gens qui volaient aux yeux et au vu de tous, sans pour autant recevoir la moindre inquiétude, sans pour autant être inquiet. Et des gens ont fait de ce pays une histoire privée où ils marchaient sur tout le monde, ils faisaient tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, les choses ne sont pas pareilles. Vous voyez, moi je pense que l'effet d'émettre une opinion, en tout cas, c'est une garantie. Une garantie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une garantie de la Constitution, mais la véracité de l'opinion, c'est ce qui compte. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari est à côté de la plaque. Donc, sous Tshisekedi, le Congo va mieux que sous Kabila. Bien évidemment. Donc, le Congolais aimerait bien vivre sous Tshisekedi que vivre sous Kabila. Permettez-moi, cher Dan, de vous dire une chose. Permettez-moi de vous dire une chose. Vous parlez avec qui? Parle avec quelqu'un qui était au FCC à l'époque. Nous fûmes du FCC. Et quand je vous parle, c'est en rapport avec des réalités comparées. Je suis en face de deux réalités comparées. On sent qu'il n'y a pas photo. On sent qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. D'attendre, on ne pouvait pas prendre un directeur de cabinet du chef de l'État et l'amener devant les instances judiciaires. Malgré qu'il y a eu ce qui est, même s'il est à l'extérieur, ridiculiser autant un directeur de cabinet du chef de l'État, d'attendre, ça n'existe pas. Arrêter les gens dans l'entourage du chef de l'État, ses conseillers spéciaux, et puis les traduire en justice, se faire arrêter, se faire humilier ainsi, subir la clameur populaire. D'attendre, ça n'existait pas. D'attendre, on nous obligeait d'acclamer les voleurs. On nous obligeait d'acclamer les voleurs, malgré le fait qu'ils volaient. On récompensait les voleurs. L'argent des Congolais, je pense que c'est peut-être le plus important. Où est l'argent des Congolais dans cette affaire? Où est parti l'argent des Congolais? Où est-ce que 100 jours, c'est plus ou moins 400 millions de dollars si on ne prend pas l'affaire des maisons préfabriquées. L'ensemble du projet des 100 jours, c'est 400 millions de dollars. C'est quand même assez, c'est quand même beaucoup d'argent. Si. Est-ce qu'on a eu le temps de restituer aux Congolais ce qu'on a vraiment fait de ce qui est vrai. Parce que les maisons préfabriquées jusqu'au jour d'aujourd'hui, la livraison n'est pas encore faite totalement. Où est parti l'argent? Cher Dan, j'aimerais vous dire une chose, le fait que nous l'avions dit au départ. Chacun de nous, dans différents coins, doit jouer pleinement, doit travailler en âme et conscience, doit travailler avec patriotisme pour le bien de notre population. Il ne faut pas tout mettre à la tête du chef de l'État. Même l'appareil judiciaire de notre pays doit être conscient de son rôle, comme l'a dit le chef de l'État tantôt. Dire le droit et les bons droits, garantir les intérêts de la population. Moi, je pense que nous devons rester comme ça. Il ne faut pas faire de l'amalgame et tout cette histoire parce que vous n'allez pas en vouloir au chef de l'État qui respecte la Constitution,
qui consacre la séparation du pouvoir entre le pouvoir législatif, plutôt le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le chef d'État se retrouve où? Dans le pouvoir exécutif. Mais le pouvoir judiciaire doit pleinement jouer son rôle, qui n'a rien à voir avec le chef de l'État. Moi, je pense que Donc la justice ne fonctionne pas assez bien. Notre appareil judiciaire a de quoi être reproché. A de quoi à être reproché. Coup de chapeau au chef de l'État qui a organisé des concours pour le recrutement de nouveaux magistrats, qui, du reste, nous osons croire que l'homme congolais recruté comme magistrat va travailler avec abnégation pour essayer d'apporter un changement, ainsi que différents mécanismes mis en place par la magistrature suprême qui travaille directement avec le chef de l'État, lui en tant que magistrat suprême, pour essayer un peu de coincer les magistrats véreux, pour essayer de mettre en place le régime de... des régimes disciplinaires à l'encontre des magistrats véreux. Voilà comment ce n'est qu'ensemble qu'on peut, comme a dit Montesquieu, chacun de nous doit apporter un morceau de bois pour que le feu brûle beaucoup plus haut. Et tous les Congolais doivent être mis en musique pour que nous puissions espérer un Congo changé, pas seulement le chef de l'État, même vous aussi en tant que journaliste, vous devez faire très bien votre travail. Merci beaucoup. Pour les bien-être de ce pays. On va finir, le chef de l'État va finir une dernière question. Le temps est pratiquement fini. Le chef de l'État a annoncé tantôt le remaniement du gouvernement. À votre avis, Patrick Makanga, quels sont les secteurs qui méritent, un changement? Beaucoup de secteurs, je pense que le temps nous est imparti. Beaucoup de secteurs, ça ne marche pas. Les secteurs de l'aménagement du territoire, les secteurs de l'urbanisme, les secteurs de tout ce qui a trait à l'agriculture et pêche et élevage, ça ne marche pas. Il y en a beaucoup et puis je peux décortiquer avec des éléments de base. Bon, espérons que ce gouvernement sera, le nouveau gouvernement que nous attendons tous, sera publié très bientôt. Et vous serez parmi les premiers que je vais recevoir sur ce plateau pour discuter ou échanger autour de ce nouveau gouvernement qui sera bientôt mis en place par le chef de l'État. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Patrick Makanga. C'est moi qui vous remercie, cher Dan. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un échange républicain ici sur ce plateau. Vous voulez réagir, vous avez un droit de répondre, vous voulez répondre à M. Patrick Makanga. Ici, chez nous, nous vous laissons parler. Venez, nous allons, soit vous demander un débat contradictoire avec lui. Il est là, il ne va pas refuser, les cadres aussi là. Nous allons vous recevoir sans contrepartie. Portez-vous bien et à la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites.